Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview. Aujourd'hui un épisode double puisqu'on s'intéresse à Kansas et Missouri. Et les gens vont se dire mais pourquoi on fait Kansas et Missouri dans le même épisode, Gus? Parce que déjà, ce sont deux États limitrophes, et puis parce que ce match Missouri-Kansas de 2007 fait partie des matchs, on va dire, du siècle. Alors, à l'aube de la saison 2022, ça peut paraître un petit peu fou de dire ça, mais et Kansas étaient deux équipes prétendantes au BCS Championship en 2007. C'était un match du 25 novembre. Missouri était quatrième et Kansas était deuxième. Et oui, Kansas était deuxième. Et malheureusement, les Jayhawks ont perdu face à Missouri, le Missouri de Chase Daniels, qui aujourd'hui doit être aux Lions ou à Chicago. Je me pose, il est même passé lui. Bref, voilà, une sorte de rencontre qu'on ne reverra pas de sitôt. Et donc ce petit match qu'on appelle communément la Border War. Puisque comme tu l'as mentionné, et ben en fait c'est deux États qui sont limitrophes. Alors je crois que le dernier match de foot, je dois avouer que je ne me souviens pas. Ça date en fait de la, du départ de Missouri en sec, donc ça doit dater de 2013, je pense, ou 2012, le dernier match de la série. Et c'était un match qui avait déjà joué 120 fois. Donc voilà, c'est quand même une très grosse rivalité de l'histoire du college football qui En malheureusement a 2011, ouais. disparu. 2011, le dernier, oui. 2011, et c'est une rivalité où les bilans sont plutôt à l'équilibre, puisque Missouri a 57 victoires et Kansas 54. Donc effectivement, que c'est quand même très serré. On va commencer par les Jayhawks, si ça te va, mon petit Gus. Petit retour sur une saison 2021 compliquée. Alors compliqué, pourquoi? Compliqué parce qu'il y a un bilan de 2-10. Alors on peut se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bilan, Kansas dans pire équipe de college football, etc., etc. Alors j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Alors déjà, il y a un contexte à tout ça. Le contexte, c'était que Lance Leopold, le coach, est arrivé au mois d'avril. Voilà, c'est hyper tard pour un recrutement de coach. Il faut dire que Les Miles, le précédent coach, s'était fait virer juste avant pour voilà, une affaire un peu sordide sur le campus. Donc Lance Leipold arrive au mois d'avril et donc forcément il y a tous les practice qui ont déjà eu lieu. Donc en fait il a eu son équipe sous son aile que très tard dans la saison, ce qui peut expliquer déjà les débuts compliqués de Kansas. Alors il y a une victoire contre South Dakota, une équipe FCS en week 1, mais derrière il y a une longue traversée du désert jusqu'à un certain match. Alors, je ne vais pas parler de celui que vous entendez tous, je vais parler du match contre Oklahoma le 23 octobre, un match que longtemps les Jayhawks ont dominé avant Que de que, souvenirs. que Caleb Williams fasse du Caleb Williams. Bon, bien aidé par l'arbitrage parce que pour moi, il s'était arrêté et que voilà, il est sur un 4 et 2, je crois, il se fait arrêter, mais il continue. Enfin bref, pour ceux qui ont vu le match, vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà, et surtout, il y a une fin de saison qui est, je n'ai pas peur de le dire, bonne. Il y a cette victoire contre Texas que tout le monde se souvient avec cette conversion à 2 points réussie par Jared Casey. Mais il y a aussi des courtes défaites contre TCU et West Virginia qui étaient quand même deux équipes relativement correctes, on va dire, l'année dernière. Donc voilà, donc c'est une belle dynamique qui demande qu'à voir comment ça va se passer en 2022. Je te propose directement de faire un petit récap voilà, sur la saison 2022. On va commencer par le poste de quarterback où si Jalen Daniels, qui était le QB titulaire sur la fin de saison, devrait voir son poste de QB1, en tout cas, il devrait être titulaire. Il y a Jason Bean qui, lui, était quarterback titulaire en début de saison avant de se blesser, qui a un niveau à peu près équivalent, on va dire. C'est deux QB qui sont très propres, il y a peu de pertes de balles, aussi bizarre que ça puisse paraître. Kansas a fini avec un turnover majeur positif la saison dernière, donc ça, c'est quand même
positif du coup. Donc voilà, donc ça, il faudra continuer à travailler là-dessus. Donc John Daniels qui a plutôt un profil de pocket passer, Jason Bean plutôt un profil de dual threat. Voilà, 2 QB avec des profils un petit peu différents. Mais des QB propres, et ça, c'est toujours intéressant de les avoir. En parlant de deux athlètes plutôt bons, et on va parler du one-two punch qu'il y a au poste de running back. Alors, il y a ces 2 sophomores, Devin Neal et Kyle Thomas. Devin Neal, si vous avez regardé Joes l'année dernière, vous l'avez déjà vu. C'était un très bon coureur, avec notamment 3 matchs à plus de 100 yards, dont le match contre Texas, pardon. Et de l'autre côté, on a Kyle Thomas qui arrive du côté de Minnesota et qui a en tant que true freshman a couru pour plus de 800 yards avec les Golden Gophers. Donc c'est quand même c'est 2 solides running backs qui devraient faire du bien au sol. C'est un peu moins le cas malheureusement du côté du poste des receveurs où il y a quand même tout à construire. Il y a Douglas Emilia qui vient aussi de Minnesota qui devrait être une belle addition, mais à côté de ça, il faut que un joueur sorte un peu du lot pour tirer ce groupe vers le haut. Mais ça reste un groupe relativement expérimenté, puisqu'il y a quand même, on a des joueurs avec 10, 9 ou 8 starts. Enfin, voilà, c'est pas si nul sur le papier, mais maintenant il faut step up et il faut faire gagner des yards à la réception. C'est un peu le même constat du groupe des tight ends, même si ils ont été décimés par les blessures l'année dernière. Mais là, pour le coup, il y a une belle profondeur à voir comment ça se traduit sur le terrain. Et puis bien sûr, il y a peut-être le plus grand joueur de l'histoire du programme de Kansas, Jared Casey, le fullback, auteur de la conversion à 2 points dans le match contre Texas de l'année dernière. Voilà. Pour rappel, ça avait été, je crois que sa première action, enfin en tout cas, c'est la première fois qu'il avait été mis à contribution, je crois, l'année dernière, Gus, c'est ça? C'était même son premier snap. C'est Non, dingue. mais du coup, en fait, ce qui a suivi tout ça, c'est que lui a eu un deal avec je crois que c'était avec une marque, avec une franchise, avec un franchisé d'une marque C'était pas un de restaurant ou un truc fast-food. comme ça? Non, avec un fast-food. Ouais, c'est ça, hein. Un fast-food local. Ouais. Donc voilà, il a pu faire sa pub, il a capitalisé sur tout ça. Mais surtout, et ça je te pose la question parce que j'ai vu la nouvelle nulle part. Est-ce qu'il a obtenu une bourse? Eh ben, j'ai même pas l'info. Je crois même Oui, pas, parce que parce qu'on c'était on en aurait un entendu Walcon. parler. C'est une vraie bonne question. Est-ce qu'il a une bourse? Je sais pas. Je chercherai l'info. D'ici le début de la saison. Je suppose que oui, parce que de toute façon, Kansas fait partie de ces programmes qui sont souvent en dehors des 85 scholarships, parce qu'il y a beaucoup de transferts. On va en parler un petit peu plus tard, et que il y a des bourses qui restent inutilisées, j'ai envie de dire. Donc c'est pas impossible qu'il ait eu une bourse après ça. Euh, L'attaque va être quand même bien aidée par l'offensive line, et ça, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Est-ce que tu savais, je l'ai appris en faisant la preview, que la ligne offensive de Kansas était la 10e meilleure du pays en termes de sacs encaissés l'année dernière? C'est assez dingue quand même quand on se rend compte de ce genre de stats avec une équipe aussi mauvaise que Kansas. Et ça explique aussi peut-être le fait que les 2 QB étaient dans des bonnes dispositions, dans des bonnes conditions, et qu'ils ont pu être relativement propres dans leur travail. Donc c'est une offensive line où il y a 4 titulaires qui reviennent. Alors on se dit, c'est bien, 4 titulaires qui reviennent, mais il y a énormément de pertes en profondeur. Il y a 5 seniors qui sont partis, et 5 seniors qui faisaient partie des rotations. Donc ça, il faut faire un petit peu attention, parce que voilà, on sait que, je le répète, j'ai l'impression de rabâcher, mais on sait que souvent la différence entre les très bons programmes et les programmes un peu plus modestes, c'est la profondeur sur des postes assez clés, et la profondeur sur la ligne offensive, ça en fait partie. Et je pense que la fin justement tu sais, de la limite des 25 joueurs à recruter par an va vraiment bénéficier à Kansas, qui a eu beaucoup de mal après le départ de Les Miles pour justement combler tous ces trous dans son effectif, parce que cette limite de 25 joueurs par classe de recrutement Tout à fait. les empêchait d'en avoir plus, tout simplement. Et dans l'ère de Beatty, le coach précédent à Les Miles, c'est exactement pareil. Ça les handicapait beaucoup de ne pas pouvoir plus recruter. Donc je pense que ça va être plutôt bien. On va arriver du côté de ce qui fâche, la défense, qui était nulle. 129e, il me semble, l'année dernière. Enfin voilà, c'était une des pires. Pour le coup, là, c'était une des pires équipes de college football. Et en plus, il va falloir remplacer quand même Karion Johnson, qui était probablement le meilleur joueur défensif l'année dernière. Alors, il y a l'arrivée de Lonnie Phelps du côté de Miami, qui arrive de Miami, de l'Ohio,
qui lui devrait faire du bien. Lance Leopold, tu n'arrives pas d'éloge sur le joueur, donc je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Là, pareil, il n'y a pas de très gros playmaker, mais il y a une belle profondeur. Voilà, pareil, toujours pareil. Maintenant, va falloir step up, va falloir progresser, va falloir passer un niveau au-dessus. Côté linebacker, c'est un petit peu mieux. Il y a un joli duo de linebacker avec Gavin Potter et Rich Miller. Voilà, c'est deux valeurs sûres. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup du côté de la défense de Kansas, donc il faut faire avec ce qu'on a. Et du côté des DB, là, il y a une seule certitude, par contre, c'est Kenny Logan Jr. qui a été pas le passé seconde All Big 12 team. Donc voilà, c'est un mec avec, quand on voit le nombre de DB plutôt corrects qui sortent de Big 12, c'est une belle référence. Mais voilà, mais après derrière, c'est jeune, c'est presque trop frêle physiquement. Voilà, c'est un peu le retour que font certains coachs. Kallon Garvin qui arrive depuis Michigan State devrait apporter un peu d'expérience. Il y en a bien besoin. Parce que de toute façon, je pense pour un programme comme ça, la clé, ça sera le développement et la progression des joueurs. Parce que c'est peut-être ça le gros problème de Kansas, c'est qu'ils recrutaient et ils recrutaient très mal. Il y a une stat assez dingo que j'ai vue. Sur les 40 joueurs qui sont partis, quelque chose comme ça, depuis 2 ans, il n'y en a que 1 ou 2 qui ont signé dans un nouveau programme du Power 5. Ça veut dire que concrètement, les mecs qui sont recrutés à Kansas, ils n'ont pas le niveau pour jouer dans une conférence du Power 5. Et ça va être le gros travail de Léopold, c'est trouver les mecs qui conviennent à son programme et les développer en de bons et de grands joueurs de college football. Je lui fais confiance, hein, perso. Je lui fais confiance. Alors, la question, est-ce que la victoire contre Texas, c'était juste un feu de paille ou la promesse de lendemain qui chante, de lendemain plus heureux? Je pense qu'on est d'accord, Gus. Hein. Lance Leopold, c'est un gagnant. C'est un gagnant. Il a gagné 7 titres. 7 titres avec Wisconsin Whitewater du côté, bon, c'est la division 3, mais il a un bilan. Il faut que je retrouve les stats sous les yeux, mais de mémoire, c'est genre plus de 100 victoires pour 6 défaites. Enfin, c'est des stats qui sont complètement incroyables. Du côté de Buffalo, juste avant, il a fait un très bon travail avec les Bulls. Ces 3 dernières saisons, il est bowl éligible. Il joue un bowl sur les 3 dernières saisons. Il fait une saison à 10 victoires. Enfin, c'est un mec qui sait gagner, qui sait mettre voilà, ces joueurs dans un moule qui crée ce qu'on appelle une culture. On entend souvent ce terme de culture. Je pense que Lance Leopold, c'est ce genre de mec. Et il faut ce genre de mec pour gagner à Kansas. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps, c'est normal. Il va falloir mieux recruter, il va falloir mieux scouter, il va falloir mieux développer. Mais il a tout pour réussir. Pour moi, il a tout pour réussir. Et donc moi, je lui fais entièrement confiance là-dessus. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas. Quand ton équipe est meilleure au mois de novembre qu'elle était au mois de septembre, c'est que ton coaching commence à rentrer. Je ne sais pas si Gus est d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un signe qui est plutôt très positif. Bah après, de toute façon, tu sais très bien que c'est pas moi ici celui qui s'y connaît le plus en coaching, mais c'est une constante en fait que tu retrouves dans tous les sports, donc je plus sois, je plus sois. Maintenant, Bat, qu'en est-il du calendrier? Est-ce Voilà, le qu'on, calendrier, enfin, de toute façon, vous connaissez le faut pas principe de s'attendre qu'à une calendrier saison de. positive, hein. Je veux juste dire ça. De toute façon, il joue déjà les 9 compères de la Big 12. Hein. Bon, je ne vais pas vous les nommer, vous les connaissez. Et en match out of conference, il y a Tennessee Tech du FCS en week 1. Pour moi, c'est des matchs que Léopold doit gagner automatiquement. Pour montrer que Kansas a progressé, ce match-là, il faut les gagner. Il y a un déplacement à Houston, pas simple en week 3, celui-là, il va être compliqué. Et par contre, il y a la réception de Duke, qui est en piteux état, l'équipe de l'SEC. Là où je vois une victoire. Donc pour moi, je dis 3 victoires et 2 défaites. Donc victoire contre Tennessee Tech, Duke et un match de la Big 12. Comme ça, je dirais pas TCU qui est à domicile. Voilà, je vais dire une victoire contre TCU. Ils ne sont pas passés très loin l'année dernière et un bilan de 3-9. Voilà. Voilà. Et un programme qui va vers la bonne direction et ça, c'est le plus important. Gus, je ne sais pas de ton côté. Non, je suis d'accord avec toi. 3 victoires aussi. Allez, faut être positif. On a besoin de Kansas. On veut une saison à la 2007. On veut. Alors moi non en tant que fan d'Oklahoma Ah, State parce qu'ils avaient battu Oklahoma State cette année-là, mais on veut un Kansas. On veut un Kansas un peu plus fort parce que voilà, je pense que c'est des programmes qui après des années de galère méritent un peu de soleil dans leur ciel bien nuageux.
En tout cas sur le terrain de foot, parce que sur le terrain de basket, ça va beaucoup mieux, mais on voit pas le ciel dans le Allen Fieldhouse, donc ça va un petit peu mieux. Allez, on traverse la frontière, direction Bisou. Gus, parle-nous de ce programme. C'est un peu tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, ça fait partie des programmes qui sont. On en parle sans vraiment en parler, ils existent sans vraiment exister, et je suis pas certain que ce déplacement, ce départ vers la SEC, alors peut-être Non. que pour eux en termes financiers, etc., de prestige, c'est beaucoup mieux, mais je suis pas Ah, certain il en se termes retrouve footballistiques. financièrement. Ouais. Ouais. Je suis pas certain, par contre, en termes footballistiques, ils y gagnent au Non. change. Ah non, non, bah non, clairement, Missouri fait partie avec les Ole Miss, Mississippi State, ou encore, bon, je vais dire Kentucky dans une moindre mesure, des programmes qui vont perdre de l'arrivée de Texas et Oklahoma dans la conférence reine du college football. En 2021, Missouri sort d'une saison à 6 victoires et 7 défaites, dont un 3-5 en sec. Ne vous y trompez pas, si Missouri arrive à avoir un bilan positif, c'est parce qu'il y avait 3 cupcakes, qui leur permet en fait dès le début de saison d'avoir 3 victoires. Et enfin, une victoire en overtime face à Florida qui leur permet d'aller en bowl. Un bowl qu'ils perdront face à Army, le Lockheed Martin Armed Forces Bowl, défaite 24-22. Niveau de l'intersaison, il n'y a pas grand-chose à signaler, si ce n'est que Eli Drinkwitz, le bon entraîneur, rentre dans sa 3e année. Lui qui avait fait de l'excellent boulot pour sa seule année en tant que head coach à Appalachian State. Il y a maintenant, je crois que c'était en 2018 ou 2019, quand les Mountaineers étaient arrivés haut dans le top 25. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de cette intersaison, c'est qu'il y a une excellente classe de recrues. Je vais vous la détailler en fait dans ma présentation du roster parce que des freshmen pourraient rapidement avoir du temps de jeu. Au niveau de l'attaque, le quarterback titulaire ne sera pas Connor Bazelak, qui a transféré à Indiana durant l'intersaison. On aura donc le droit à un duel à 3 entre Brady Cook, qui a fait quelques matchs sur la fin de saison, Tyler Macon et Jack Abraham, le quarterback Walcon, qui arrive en tant que Walcon de Mississippi State. Alors pour l'instant, c'est Brady Cook qui tient la corde et je pense qu'il aura le poste. Surtout qu'il est jeune, c'est un sophomore, il a profité d'une année d'éligibilité offerte. Mais il y a surtout l'arrivée de Sam Horn, le 8e quarterback de la classe 2022 cet été. Donc c'est pas un early, un mec enrôlé plus tôt, qui lui, je pense, sera le futur du programme. Et voilà, Drinkwitz va tout faire pour le mettre dans de bonnes conditions très rapidement. Maintenant, il devra répondre aux attentes placées en lui. En parlant d'attentes, il y en a au poste, à l'escouade Il des y en a un, receveurs. lui, il est attendu au tournant, hein, par contre. Et On va dès le ouais. début de la saison, je pense. C'est ça en fait. On va commencer par le gars qui n'a pas encore joué, qui n'a pas foutu un pied sur le terrain de Missouri, c'est Luther Burden. Alors, qui est Luther Burden, Baptiste? C'est tout simplement un receveur 5 étoiles, le meilleur receveur de la classe 2022, le 3e meilleur joueur de la classe, voilà. Ni plus, ni moins. C'est un mec de l'État, hein, dans mes souvenirs, hein. Je dois avouer que Ouais, j'ai. Ouais, c'est je ça, crois hein. qu'il vient de Saint-Louis. Il avait commit initialement à Oklahoma avant de flip pour Missouri, Donc son c'est état natal. quelqu'un de très très bon goût. Voilà, il faut le souligner. Et faut dire que Missouri, maintenant, commence à avoir l'habitude d'aller chercher le meilleur receveur des classes, hein. Je m'en souviens, il y a quelques années, il y avait eu Dorian Green Beckham, ouais, tout Green à fait. Beckham, qui était le Putain, meilleur ouais. joueur Voilà du les pays. vieux souvenirs, Gus, là. Donc voilà, 3e meilleur joueur de la classe 2022, meilleur receveur. Lui, il jouera Day One. Sinon, il y aura des émeutes du côté. Et j'oublie toujours le nom de la ville de Missouri. C'est Columbia. Columbia, voilà. J'allais dire Et Columbus, mais non, tiens, ça passait pas. C'était pas Smurf. alors c'est pas le bon, commence par Colombe, mais c'est pas le bon. Et petit fun fact pour Dorian Green Beckham, puisqu'on parle d'Oklahoma, il avait terminé sa carrière universitaire Ah putain, je l'ai pas, à désolé. Oklahoma. Ah, Oklahoma, Voilà. voilà. Il n'avait pas joué d'ailleurs, parce que à l'époque, il fallait attendre une saison avant de pouvoir jouer. Il avait jamais joué avec les Sooners. Et il s'était présenté à la draft et il avait été drafté. Je trouve que globalement, cette escouade de receveurs est bonne. Je vous cite juste deux noms, Toski Dove et Dominique Lovett. Le premier à 38 réceptions et 576 yards l'an dernier. Je pense que c'est une escouade qui a des skills, comme on dit. Et ça sera très bienvenu pour une équipe qui avait beaucoup de mal l'an dernier, notamment sur les big plays. Chez les running backs, et là, il va falloir compenser une perte très très difficile pour les Tigers. Tyler Badie, qui est parti pour la NFL. C'est lui qui réceptionnait, qui courait le plus en 2021 et assez loin d'ailleurs.
Du coup, Drinkwitz est allé chercher sur le portail des transferts Nathanael Pitt en provenance de Stanford, qui retournera aussi les coups de pied. Ça, c'est très très bien. Maintenant, on passe à ce qui est véritablement, on va dire, le point central de cette preview, la défense, parce que c'était l'une des pires du pays en 2021. Ils encaissaient 36 points par match en sec, c'est beaucoup trop. Et j'en parlerai après, mais ces difficultés, en fait, elles étaient résumées juste par le run-stop qui était catastrophique. Euh, et voilà, grosso modo, C'est marrant, c'est exactement le même constat que Kansas, qui était de nul à chier en défense l'année dernière, et notamment sur le run-stop. Donc voilà, les rivaux se complètent, enfin se ressemblent assez du coup. les deux équipes étaient dans les derniers déciles, hein. Et quand je dis les derniers, je crois que je suis encore gentil. Dans le dernier décile des pires équipes dans les statistiques défensives concernées. Donc, va falloir que cette défense s'améliore si Mizzou veut exister. Alors, et là, je sais bien, ils sont pas, on va dire, ils sont pas restés sur leurs acquis. Enfin, je veux dire, non, c'est même pas des acquis d'avoir une mauvaise défense parce qu'ils ont viré le coordinateur défensif pour le remplacer par le coach et safety Blake Baker et surtout pas mal de joueurs qui sont arrivés sur le portail des transferts. Ça laisse présager une meilleure défense, du coup, du moins je l'espère. À commencer sur la D-line. Alors, malgré la perte de Mekai Wingo pour LSU, et là c'est une grosse perte, il y a vraiment de l'expérience de retour avec le duo de defensive end Trajan Jeffcoat et Isaiah Maguire, mais aussi l'arrivée de Jaden Jerningan en provenance d'Oklahoma State. Baptiste, si tu as quelques mots à dire sur lui, qui était plutôt demandé sur le portail des transferts. Qui était plutôt demandé. Alors il faisait partie de notre rotation. Je crois que c'était le troisième ou le quatrième defensive tackle, pardon, le plus utilisé dans la rotation. Donc c'est vraiment un mec qui va apporter. Mais je pense qu'on est quand même un degré en dessous de Mekhi Wingo, hein, qu'on soit très clair. Ça reste un très très bon joueur. Il lui reste 2 ans d'éligibilité. Enfin, non, non, je fais un petit peu moins gris en voyant Jerningham partir. Mais voilà, non, c'est un très bon joueur. Et puis, pareil, qui va apporter, je pense, une petite culture de la gagne. Mine de rien, on gagne pas mal avec les Cowboys d'Oklahoma State. Donc, voilà, il sait gagner et il sait faire gagner des matchs dans les tranchées. Donc, je pense que ce sera une très bonne arrivée. D'autant plus que derrière, il y aura les freshmen DJ Wezolak et Marquis Gracial, qui étaient tous les deux dans le top 200 de la classe 2022. Ça, c'est toujours très très bien. Et au niveau des linebackers, il faut juste noter l'arrivée de Tyron Hopper en provenance de Florida, voilà, pour étoffer cette escouade des linebackers. Vous avez donc compris, tout l'enjeu sera d'avoir un meilleur run-stop, parce que prendre 5,32 yards par portée adverse, c'est pas possible. Et, euh, et voilà. Si Missouri veut gagner plus de matchs, c'est simple, va falloir laisser moins de yards en route face aux attaques au sol adverse, parce que là, c'est vraiment pas possible. Et chez les DB, et je pense que c'est une force vraiment de cette équipe, c'est qu'il y aura un très bon groupe avec une star, un nom à retenir. Je pense que ça serait le deuxième nom après Luther Burden. C'est Chris Abrams-Drain qui a sorti 3 interceptions et 7 passes deflection l'an dernier. Au niveau du calendrier, bon, on en profite parce qu'on est tous les deux et qu'il n'y a pas de fans de sec Personne nous écoute. aussi. 3 cupcake games, Louisiana Tech, Abilene Christian, une FCS et New Mexico State pour la déculottée annuelle. Ouais, Voilà. une FBS qui n'a de FBS que de nom, quoi. Et après, un calendrier de sec, sans Alabama quand même, sans Texas A&M, sans Mississippi State, sans Ole Miss, donc c'est plutôt bien. Maintenant, ça sera difficile d'exister, je trouve, dans cette SEC East qui reprend un petit peu du poil de la bête. Kentucky est sur une pente ascendante. Florida, il y a quand même de bons espoirs avec Napier. South Carolina, il y a un super momentum en ce moment avec Shane Beamer et Spencer Rattler. Tennessee aussi, ça sera une bonne équipe l'an prochain. Et puis évidemment, tu as Georgia qui est champion national. Je considère que le roster est meilleur que l'an dernier, malgré la perte de Tyler Badie, grâce à cette classe 2022 et au portail des transferts. Mais ça ne sera pas assez pour battre les bonnes équipes de sexe. C'est pour ça que je leur prévois un bilan de 5 victoires pour cette défaite, ou si ça se passe bien, un 6-6. Je suis assez d'accord. Pour moi, le match le plus important, c'est peut-être celui de la deuxième semaine contre Kansas State. Voilà, c'est leur gros morceau des matchs interconférences.
Il sera à Manhattan en plus, donc du côté des Wildcats. S'ils perdent ce match, ils ne seront pas bowl éligibles. Voilà, aussi simple que ça. En plus, pour moi, Kansas State sera légèrement favori. Attends, ils viennent de battre LSU en bowl, hein, c'est pas rien. Un petit bisou à Ryan. Je sais que ce match, il en fait encore des cauchemars. Et puis voilà, derrière, ça sera défaite contre Georgia, défaite à Florida. Je ne les vois pas gagner là-bas. Il y aura victoire contre Vanderbilt, victoire contre les 3 autres, ça fait 4. Et un dernier contre. New Mexico State. J'ai compté en victoire déjà t'as les compté. trois cupcakes. Les 3 cupcakes plus. Peut-être une. Peut-être contre Arkansas sur le match de rivalité, parce que là, ils finissent contre Arkansas dans la Rivalry Week, puisqu'ils ont une rivalité contre Arkansas. D'ailleurs, petite question piège, est-ce que tu sais comment s'appelle la rivalité contre Arkansas? Non, pas du tout. Et moi non plus, je savais. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas qu'il y avait une rivalité contre Arkansas. Et en fait, c'est une rivalité où ils se sont rencontrés que 13 fois, donc pas tant que ça non plus. Et donc, ça s'appelle la Battle Line Rivalry, donc, puisque les deux États sont aussi limitrophes. Donc voilà, pareil, pour votre anecdote de l'épisode à raconter vos samedis soirs. Donc maintenant, je vais partir sur un 5-7. Attends. Non, vos samedis soirs avec votre belle famille. Avec votre belle famille, bien évidemment. Voilà, vous savez comment j'aime bien que vous passiez vos samedis soirs. Voilou. C'est vrai que la SEC East, elle est quand même hyper ouverte, mais il y a quand même pas mal de. Il y a plus cette espèce de ventre mou un peu dégueu là. J'ai l'impression que le ventre mou, il est plus si mou que ça, quoi. Je sais pas si tu penses la même chose. Toutes les équipes, hormis Vanderbilt, montent. Non, ouais, donc Putain, on a été assez d'accord sur les bilans Mm. sur cette fois-ci. Je crois qu'on est quasiment sur le même bilan, toi et moi. Donc voilà, une année qui s'annonce un petit peu compliquée, mais voilà, mais avec les recrutements qui sont quand même très costauds du côté de Columbus, ça devrait le faire à terme, on est d'accord. Columbia, pardon. Ça devrait le faire à terme, on est d'accord, Montigus? Je suis d'accord. Eh ben ça marche, on vous laisse devant cette preview de la Border War, et puis on vous fait des bisous, et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.